Donc, je suis Sébastien Boras, hein, c'est moi qui vais animer ce WebEx public pendant environ une demi-heure, avec peut-être un petit peu de débordement. Donc, je fais partie de l'équipe consulting de Kaspersky. Alors, l'idée dans ce WebEx, c'est de vous rappeler, d'une part, quelle est notre gamme de sensibilisation et de vous expliquer un petit peu les nouveautés qui nous attendent notamment pour 2018. Alors pour rappel, nous avons lancé il y a un peu plus d'un an maintenant une gamme complète de sensibilisation à la demande de nos clients. C'est vrai qu'on est connu et reconnu pour nos produits, on nous attend plutôt là-dessus. Et comme on nous a beaucoup sollicité sur le sujet, on s'est décidé l'année dernière de lancer une gamme complète de sensibilisation qui s'inscrit notamment très bien dans le cadre de la RGPD qui arrive en mai 2018. Alors un petit rappel, hein, alors c'est quelque chose que vous connaissez si vous avez déjà fait certains WebEx publics de Kaspersky. Peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu moins, je vous rappelle un petit peu comment est structurée la gamme. Donc nous avons déjà un module de e-learning qui s'adresse à tout public, hein, c'est vraiment quelque chose de large en termes de fonctionnement, en termes de cible. Nous avons également des jeux de plateau qui sont ce qu'on appelle du serious gaming. Donc c'est des jeux de plateau qui durent à peu près sur des tranches de 2 heures, où le but est de sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise, mais à travers quand même sous forme de jeu. Donc ce qui fait que ça passe relativement vite au niveau de ces 2 heures, et les gens sortent de là en ayant passé un bon moment, mais en connaissant ensuite, après, les bonnes pratiques par exemple de cybersécurité. Ensuite, nous avons, si on continue à monter un petit peu dans la gamme, un produit qui va plutôt s'adresser, on va dire, aux managers d'une entreprise. Donc là, l'idée, c'est toujours sous forme de jeu de plateau, mais un petit peu différent au niveau du fonctionnement. L'idée, ça va être de se mettre dans la peau d'un RSSI, donc d'un responsable de la sécurité d'une entreprise, où vous avez bien évidemment, comme tout RSSI, un budget et évidemment un temps limité à appliquer par action, par tour. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau de la cible, on est peut-être un petit peu plus limité en termes de personnel de l'entreprise. Et la nouveauté sur laquelle nous allons faire un focus aujourd'hui, c'est vraiment là pour le coup de la cybersécurité uniquement pour les professionnels de l'informatique. Alors un petit rappel en image. Le e-learning, pour information, hein, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 3-4 modules importants. Le premier module, bien évidemment, le cœur du produit, ça va être une trentaine de cours qui sont très larges en termes de sujets, hein. Ça va de la sécurité des emails, en passant par les clés USB, en passant par la sécurité en déplacement, les accès physiques, la RGPD, pourquoi pas, puisqu'il y a aussi un cursus là-dessus. Donc vous avez une trentaine de modules qui durent à peu près 15 à 30 minutes et que vous allez pouvoir assigner à vos collaborateurs. Pour rappel également, il est complété par 2 autres modules importants. Un module de quiz qui va vous permettre tout simplement d'évaluer avant et après la sécurité dans votre entreprise, et est-ce que notamment vos formations ont abouti sur quelque chose de positif. Et vous avez également un autre moteur qui est très puissant, qui est un moteur de faux phishing, qui vous permet tout simplement d'envoyer donc à vos collaborateurs des phishing automatisés qui sont très bien faits et qui vont tout simplement permettre également ici soit de mesurer avant, soit après l'état, j'ai envie de dire, de la sécurité dans votre entreprise. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu notamment la news qui est sortie il y a à peu près un mois et demi. Hein, le ministère des Finances avait fait la même chose à travers ses 100 000 collaborateurs, et il y avait quand même 35% de gens qui avaient cliqué. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à mettre en œuvre pour vérifier et bien évidemment pour contrôler que tout se passe bien. Ensuite, vous avez toute la partie report, bien évidemment, puisque tout ce qui va se passer au niveau de votre cursus de formation, au niveau du faux phishing, au niveau des quiz, va être bien sûr matière à faire du reporting derrière par rapport à ça. Alors ça, c'était pour la première, le e-learning. Je vous rappelle également la partie jeux de plateau, donc ça ressemble à ça, hein, des jeux de plateau cartonnés, des salles de 30-40 personnes, et il est possible tout simplement de placer des paris
sur des zones à risque ou des zones sûres dans l'entreprise. Et par rapport à ça, chaque table abritant le jeu de plateau et les 5-6 personnes vont mettre leur pari sur un iPad ou sur un ordinateur. Tout ça va être relié en réseau et va permettre ensuite aux formateurs de comparer les résultats et de faire passer des bonnes informations au niveau de l'entreprise. Enfin, la dernière gamme, je vous le rappelle, c'est se mettre dans la peau d'un RSSI à travers différents scénarios. Des scénarios qui vont de l'entreprise lambda en passant par des banques, une usine de traitement des eaux par exemple, une société de transport, un site gouvernemental, etc., etc. Et donc là, l'idée, c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas de zone de pari ou de choses comme ça. Là, l'idée, c'est de prendre des décisions tour par tour et de placer donc des cartes actions au niveau des zones que vous le voyez ici. Tout ça est aussi relié, je vous le rappelle, en réseau avec des ordinateurs ou des iPads par exemple, et va être comparé, les résultats vont être comparés en ligne. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu moins ici de formation au sens strict du terme, puisque là c'est plus un jeu sur 5 tours qui dure à peu près 2 heures, mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant pour comprendre les défis de la cybersécurité aujourd'hui. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est la 4e partie. Alors, on est parti du principe que on avait un certain nombre de retours d'expérience de notre gamme. Donc les gens disaient c'est très bien, on est très content, ça passe vite, le temps passe vite, on n'a pas l'impression d'avoir eu une formation, etc. Donc on a des retours extrêmement positifs. Par contre, pour les professionnels de l'informatique, pour eux évidemment c'est un peu différent, puisque tout simplement ils sont déjà normalement formés à la sécurité et c'est un peu quelque part leur métier au quotidien. Donc pour eux évidemment ça a un petit peu moins d'intérêt. Toute cette gamme de produits, sauf peut-être la dernière, avec évidemment où on se met à la place d'un RSSI. Mais on va dire que le e-learning et le jeu de plateau standard avaient un petit peu moins peut-être d'intérêt pour eux. Donc on s'est dit, suite également à des demandes spécifiques, ça serait bien de leur créer quelque chose pour eux de façon vraiment adaptée à leurs demandes de techniciens. Alors, par rapport à ça, donc on a sorti une nouvelle gamme qui est de la cybersécurité pour les professionnels de l'informatique. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'adresse, on va dire, à tous les gens qui sont susceptibles de faire soit du support, du service desk par exemple, soit un administrateur réseau, administrateur local. Enfin, ça va s'adapter, on va dire, à toutes les personnes qui ont un rôle IT au sein de l'entreprise. Et on leur a donc prévu des formations qui vont être vraiment l'idée de connaître les entrailles d'un logiciel malveillant, par exemple, de programmes, d'exploits, comprendre les outils d'investigation, comprendre les méthodes de phishing, utiliser des bases de connaissances open source, etc. etc. Donc, dans le détail... donc en fait, avant de vous parler du détail au niveau des cours, un petit peu l'idée de ce cursus de formation au niveau de Kaspersky, pourquoi nous avons fait ça. Alors déjà, pour amener, c'est vrai, une pensée critique sur la sécurité informatique, puisque on a tous en tête la petite boutade qui est dans le doute reboot. Donc l'idée ici, c'est peut-être d'aller à travers cette blague qu'on a peut-être entre informaticiens, mais d'aller un petit peu plus loin et de se dire et s'il y avait derrière un vrai problème, et si ce vrai problème ça pouvait être plus grave, et si c'était une intrusion, et si des données de l'entreprise étaient en train de sortir, voilà, essayer d'aller un petit peu plus loin vraiment au niveau d'une problématique qu'on va rencontrer au niveau d'un service desk par exemple, et de se dire est-ce que derrière il n'y a pas quelque chose de plus important finalement que le fait qu'un PC qui ralentisse ou des choses comme ça. L'idée également, ce qu'on veut à travers cette formation spécifique, c'est bien évidemment connaître les outils, faire connaître les outils et les techniques des pirates informatiques. Ça me paraît essentiel de comprendre ce qu'il y a dans leur tête, et par rapport à ça, quels sont leurs outils et comment ils fonctionnent. Donc ça fait partie également vraiment des choses qu'on souhaite mettre en avant. La compétence dans l'analyse des menaces, alors on va pas vous demander bien évidemment de faire du reverse engineering,
comme nos virus analystes par exemple, mais sans aller jusqu'à là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avant cette phase de reverse engineering. Et puis bien sûr après traiter l'incident, récupérer un maximum d'infos, des logs notamment, pour pouvoir aider peut-être d'autres équipes à répondre aux incidents. Alors on va parler un petit peu modules. Après avoir fait cette petite introduction, alors je vous demande juste 3 secondes, puisqu'à première vue j'ai une petite question. Non, à première vue tout va bien. Donc je continue. Au niveau des modules, donc aujourd'hui il y en a 6, hein, ça sera amené à évoluer dans le temps. Alors c'est 6 modules, mais 6 modules qui peuvent durer plusieurs heures, hein, bien évidemment, au niveau déjà des choses qu'on va passer comme information, mais également des exercices, puisqu'on verra en petite démonstration tout à l'heure, dans un instant, et vous verrez qu'il y a pas mal d'exercices qui permettent, il n'y a pas évidemment que du cours, ça serait pas intéressant, il y a des aspects pratiques qui sont directement disponibles dans la formation. Donc le premier module sera l'aperçu des cybermenaces, hein, donc détecter les menaces en utilisant des signes indirects. Alors c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans la démonstration. Hein, on va voir dans la démonstration tout à l'heure que j'ai des processus qui prennent du CPU, des processus qui font des connexions réseau, des processus suspects avec des chemins de lancement de fichiers qui sont suspects, etc. Donc on va essayer tout à l'heure, là, dans la petite démonstration que je vais vous proposer, de justement détecter les menaces en utilisant des signes indirects. Mais pas uniquement, puisqu'on va le voir également au niveau des autres modules. On va avoir également un module dédié au logiciel malveillant, hein, donc vérifier l'existence ou l'absence d'incidents liés au logiciel malveillant. Donc ça va faire partie évidemment d'un autre cursus, numéro 2. Tout ce qui va être logiciel indésirable. Donc tout ce qui va être, quelle est la différence aujourd'hui, comment faire la différence entre un malware et un logiciel indésirable, hein, c'est pas la même chose, donc il faut pour l'identifier, avoir des moniteurs, hein, des moniteurs d'événements, de systèmes, des sandbox par exemple, qu'est-ce qu'une sandbox, comment on l'utilise, etc. L'analyse du trafic, hein, pourquoi cette application sort vers l'extérieur sur des adresses IP suspectes par exemple, tout alors que ce n'est pas un malware, voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée de ce thème-là. Et utiliser également des moteurs statistiques que nous-mêmes Kaspersky nous utilisons comme VirusTotal, hein, que vous connaissez peut-être probablement pour ceux qui sont connectés, et puis envisager également la suppression à distance des logiciels, donc par différentes techniques. Ensuite vous avez l'investigation de base. Donc la localisation, où se trouve l'incident, hein, sur quel réseau, la collecte des données, la collecte des preuves numériques, bien évidemment, très important pour la suite des événements, s'il doit y avoir un aspect juridique à cela. L'analyse des logs, voilà, la chronologie des événements, donc c'est de remonter toutes ces informations, maximum de preuves pour la suite, on ne sait jamais, il y en aura peut-être besoin. Réponse aux incidents de phishing, par exemple, hein, le phishing reste aujourd'hui... finalement, pour un hacker, le moyen le plus simple de rentrer dans une entreprise, hein, finalement ça ne lui coûte pas grand chose, même si tout le monde commence à avoir des outils très intéressants pour la lutte contre le phishing. Il n'empêche que ça continue à passer, hein, il suffit de voir les attaques de début d'année, WannaCry et Petya par exemple, hein, donc voilà, comment lutter contre ça, si c'est passé, quelles sont les conséquences, et utiliser des outils, par exemple open source, pour avoir des informations complémentaires. Et enfin, un sujet vaste, hein, pour ceux qui connaissent Kaspersky, vous savez que dans le Kaspersky Security Center, il y a un module de patch management, mais au-delà de ce produit-là, l'idée dans ce 6e module, et de parler de la gestion de vulnérabilité au sens large du terme, voilà, d'espèce de faire un audit aussi interne, hein, quels sont les logiciels qui ont des failles de sécurité, pourquoi pas pour ceux qui travaillent avec des fournisseurs, essayer également d'appliquer ces best practices chez les fournisseurs, des tests de mots de passe évidemment, est-ce que c'est possible par exemple de mettre en danger la société avec des mots de passe faibles, la sécurité des serveurs évidemment, ça c'est important, et bien sûr la recherche et l'installation des correctifs, alors avec 2 grandes catégories bien sûr, hein, comme vous le savez, la partie Windows, où on peut avoir des outils type Windows Update, mais tous les autres éditeurs, et c'est là évidemment où c'est le plus compliqué. Alors au niveau du fonctionnement, vous avez une interface donc 100% web, bien évidemment. Dans cette interface, vous aurez donc les différents modules.
Évidemment, ce qui est très intéressant dans cette interface, c'est que vous avez bien sûr tout un tas de PowerPoint que vous pourrez, qu'il faudra lire, évidemment, sinon vous n'arriverez pas à faire les exercices derrière. Mais là où c'est le plus important, c'est vraiment cette partie exercice, hein, où on va vous expliquer, par exemple, que pour avoir un premier niveau, par exemple, d'information, bah, vous avez des logiciels comme Process Hacker 2, par exemple, qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, on va vous expliquer où le télécharger, comment l'installer, comment l'utiliser, pour aller, par exemple, un petit peu plus loin, comme on va le faire dans un instant. Ce qu'il faut savoir également dans les informations de base, c'est que vous avez les formations qui sont aujourd'hui disponibles en anglais, mais prévues en français dès 2018. Donc j'ai pas encore de date, mais je pense que ce sera sur Q1 ou Q2. Vous avez également un assistant de démarrage, hein, qui va vous guider, qui va vous expliquer comment fonctionne l'interface graphique. Pour ceux qui sont dans la partie formation, sachez que c'est compatible SCORM 1.2 avec un client LMS, hein, donc ça c'est pour les gens qui ont besoin d'intégrer ça dans des solutions en amont. Et puis ce que je vous propose tout simplement maintenant, sauf si vous avez des questions, c'est de passer sur une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je ne sais pas si je peux repartir au début, hop, je fais de repartir au début, voilà. Donc quand vous arrivez sur l'interface, ça se passe comme ça. Donc vous avez déjà l'assistant, hein, de bienvenue que moi j'ai passé, hein, vous m'excuserez mais j'ai passé cette interface de bienvenue. Et vous avez bien évidemment ici des premiers cours basiques au départ, hein, sur qu'est-ce qu'un malware, quel est le but du malware, donc des choses qui peuvent nous servir, nous sembler évidemment peut-être un peu simples dans le départ, mais encore une fois on est sur les toutes premières slides ici, hein. Donc je vais passer ça assez vite, c'est juste pour vous dire évidemment que il y a énormément d'informations importantes dans ces premières slides. Voilà, sur par exemple qu'est-ce que le heuristique, voilà, comment trouver des processus suspects, processus suspect par exemple par la nomination de ce processus qui est anormal, par le répertoire dans lequel il s'exécute, hein, qui est aussi complètement anormal. Donc voilà, donc des notions de base, on va dire, de la sécurité informatique, hein. Voilà, donc là on vous dit par exemple où télécharger un utilitaire qu'on va utiliser pour ces premiers tests qui s'appelle Process Hacker, voilà, où le télécharger. Si vous ne pouvez pas le télécharger, on vous dit également que vous avez d'autres outils chez Microsoft, Process Explorer que vous connaissez probablement, qui le font aussi pas mal. Voilà, donc là on va un petit peu faire cette partie, on va dire introduction. Alors je vais passer, hein, ça peut durer un petit peu, je vais passer et ensuite on se retrouve dans un exercice. Donc ça c'est assez intéressant puisque là on est vraiment plongé au cœur du processus. Donc là on vous dit bienvenue et que voilà la première idée là dans ce premier exercice de base, hein, encore une fois je suis vraiment dans la base, hein, je commence ma formation. Ce premier exercice de base va consister à détecter un malware grâce à un explorateur donc, de process qui est ici. Et on va vous dire par exemple, si on commence ici par la base, tout simplement on vous dit vérifier déjà que les processus ont une description. Voilà, donc là on voit qu'il y a des processus qui n'ont pas de description. Donc on pourrait estimer, pourquoi pas, que, alors pour le moment c'est le début de l'investigation, on pourrait estimer par exemple que le processus 1498 est suspect puisqu'il n'y a pas de description. Là on vous dit ok, c'est ça en effet, là c'est une première étape, hein, on ne trouve pas de description dans le processus, ça peut être tout à fait suspect et à partir de là on va pouvoir continuer la formation et arriver sur le deuxième exercice. Donc un deuxième exercice qui va consister à de parler de la notion de impacté, hein, de qu'est-ce qu'un logiciel impacté. Donc voilà, donc on vous explique un petit peu ce que c'est, hein, donc c'est utilisé par les éditeurs tiers beaucoup pour compresser et protéger les données, etc. Donc ça peut malheureusement aussi, l'impactage, être utilisé pour masquer des informations, un malware par exemple, hein, si on veut un petit peu masquer ce qu'il y a dedans, un hacker va utiliser l'impactage pour brouiller les pistes. Voilà. Et donc on vous dit, donc je vous passe encore rapidement, on vous dit que par exemple, hein, dans Process Hacker ou Process Explorer, surtout Process Hacker, il y a un outil qui vous permet par code couleur de savoir que l'exécutable
exécutable qui est en cours d'exécution a justement été impacté comme ça. Donc peut-être que si il est impacté, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose de suspect par rapport à ça. Donc l'idée dans ce deuxième exercice, encore une fois je passe à un accéléré, hein. L'idée par exemple dans ce deuxième exercice, on vous le dit ici, ça va être d'essayer de trouver grâce au code couleur. Voilà, donc on sait que c'est des codes couleurs. Donc on voit ici qu'on a uTorrent qui tourne. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais il tourne sur la machine, hein, mettons. Voilà, on a quoi d'autre de suspect? On a finalement pas grand chose. On a du Word aussi, hein, qui est impacté, ce qui est un peu suspect parce que normalement Microsoft va pas impacter Word. Alors là, ce qu'on pourrait faire pour aller un tout petit peu plus loin, c'est un clic droit, propriété, hein, et constater que Word.exe s'exécute depuis un répertoire appdata local temp word.exe, ce qui évidemment est extrêmement suspect. Donc comme c'est extrêmement suspect, je vais relever ici encore une fois l'ID hein, du processus et je vais rentrer 1494. Voilà. Et là on me dit c'est le processus de Word. Et on continue comme ça. Donc ce que je vous montre ici, hein, si jamais vous êtes amené à le tester, vous pourrez le faire. Hein. Pour le moment, c'est une version évidemment limitée que nous avons entre les mains. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pourrez également tester de votre côté. Donc ensuite, on continue. Donc là, on continue, comme vous pouvez le voir, avec des notions réseau. Hein, est-ce que, par exemple, un malware ne serait pas un logiciel qui va tout simplement générer énormément de connexions réseau en sortie ou en broadcast, par exemple? Donc probablement. Donc là, vous avez tout un cours, évidemment, sur qu'est-ce qu'un nom de processus, qu'est-ce qu'une adresse locale, un port de communication, une adresse distante, etc. Donc là, je vais passer encore une fois un peu rapidement cet aspect-là pour aller dans l'exercice. Et au niveau de l'exercice, ici, on voit que, pareil, je vais jeter un petit coup d'œil sur, cette fois, non pas les processus ici, mais sur les communications sortantes. Voilà, et là, j'ai quand même des communications sortantes qui peuvent être un petit peu suspectes par rapport à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Network Communication, Sufficient Domaine. Donc, voilà, alors, donc, on va voir au niveau des domaines. Donc là, on est la section communication. Voilà, et puis on peut constater ici que là on constate qu'on a un Win, non pas un WinLogon d'ailleurs, mais un WeLogon qui communique sur du DIN-DNS, hein, donc sur une adresse masquée. Donc évidemment c'est ultra suspect, hein, vous en conviendrez. Donc on peut aller voir le processus de plus près ici. Donc le processus il est là. Comme d'habitude, on peut jeter un petit coup d'œil sur l'information, et là on voit clairement qu'on a un problème d'orthographe sur ce nom-là. Tant qu'on y est, on constate que on n'a pas de signature numérique, on n'a pas de description, donc ça devient vraiment quelque chose de très suspect. Donc allez, je rentre le processus 1083 ici. Voilà, alors j'ai une petite question qui apparaît en pop-up là, est-ce que c'est en français? Comme je vous le disais hein, tout à l'heure en introduction, vous étiez peut-être pas là, pour le moment c'est disponible en anglais et sur 2018 ça sera disponible en français. Voilà, donc j'ai en effet trouvé la bonne réponse, et on continue comme ça, en montant crescendo. Là je vous rappelle que je suis que sur le premier exercice, hein. Je suis que sur la première section, hein, qui est une section d'introduction. Vous voyez déjà, ça commence à être technique, c'est sympa. Il y a de l'exercice, on commence à comprendre un petit peu les rouages de certains malwares, enfin ou certains logiciels suspects, bien évidemment pour le moment. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. On comprend ici, moi il y a un slide que j'aime beaucoup ici, par exemple, c'est comment fonctionne une signature. D'accord, comment fonctionne une signature et comment la signature va être comparée avec la signature qui existe déjà validée par une société. Voilà, donc ça, il y a plein d'informations vraiment très sympathiques dans le produit. Et puis pareil, là ici, cette fois, on va plus faire un focus sur les signatures de logiciels. Encore une fois, ici, on est sur la première phase. Alors si je monte tout petit peu en difficulté, ici, je vais passer sur la deuxième section.
parce que le temps passe, hein, je voulais un petit peu vous montrer ce que ça donne quand on commence à monter, on va dire, entre guillemets, les niveaux de compétences. Ici, voilà, on va avoir, par exemple, un premier exercice qui va être un petit peu plus compliqué sur les ransomware. Donc on redonne les bases du ransomware, hein, bien évidemment, je les passe rapidement, c'est pas l'idée de vous embêter avec ça. Donc on redonne les bases du ransomware, on réexplique ce que c'est que le chiffrement, bien évidemment, hein, la combinaison des deux. Voilà. On continue à avancer tranquillement. Voilà. On vous dit évidemment que comment ça va se passer côté Process Explorer, Process Hacker, pardon. Dans Process Hacker, tout simplement, cette fois, c'est l'onglet disque sur lequel il faudra s'attarder. Hein, puisque là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des accès disques qui sont ultra suspects. Donc, si je zappe le reste de la formation, pour rentrer un petit peu dans l'exercice ici, donc là, on va nous dire que l'idée, c'est d'essayer de trouver des informations sur le malware, sur le probable ransomware. Donc, je retourne cette fois dans Process Hacker 2. Et dans Process Hacker 2, je ne vais pas m'intéresser comme tout à l'heure, hein, en tout cas pas tout de suite, sur l'onglet processus, service, réseau, mais plutôt sur disque. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Là, c'est très intéressant au niveau de cet état-là, parce que je m'aperçois que tout simplement, j'ai plein de chrome.exe qui sont en train d'accéder à des fichiers doc. Évidemment, on se doute tous de ce qui se passe derrière. Hein. Ce qui se passe derrière, c'est que tout simplement, c'est en train d'être gentiment chiffré. Donc si je vais sur le processus, un clic droit, aller sur le processus, donc là j'ai plusieurs aspects de la suspicion. Le premier aspect de la suspicion, c'est que déjà Chrome, il n'a pas de signature digitale, il n'a pas de description, il est en train de manger plein de CPU. Alors ça c'est évidemment classique hein, d'un ransomware. Ransomware, le chiffrement c'est quelque chose qui consomme beaucoup de CPU. Là vous voyez on est à 90-92% de CPU en permanence. Voilà, avec un peu de trafic réseau, mais surtout avec des accès disques colossaux, hein, comme on a pu le voir dans l'onglet disque. Donc là, vous voyez, ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'on me demande de rentrer le processus qui pour moi est suspect, donc est le processus 1652. Voilà, et là on me demande d'aller un petit peu plus loin. On me dit, voilà, pourquoi, quelque part, je pense que c'est un processus suspect. Déjà, pour moi, le plus important, ça va être évidemment la charge CPU qui est énorme. Ça va être quelque chose d'assez important. Il n'est pas compressé, il n'est pas violet, donc ça je ne vais pas le cocher. Il n'a pas de signature digitale, alors est-ce que c'est pour autant quelque chose important? Peut-être moins là, parce que le plus important pour moi c'est la charge de CPU et les accès disques. Mais voilà, on peut cocher les différentes cases. Donc pas de description, oui, il n'a pas de description. Donc ça c'est important. Enfin c'est important. Peut-être pas pour ce qui nous intéresse ici, mais en tout cas c'est un aspect suspect, on va dire. Depuis un répertoire suspect, alors il suffit de faire propriété. Hein. Propriété, bah oui, hein, vous voyez là ici, voilà, j'ai une autre information importante. Le chrome.exe, c'est pas notre chrome.exe hein, qu'on utilise au quotidien. C'est un chrome.exe qui est dans le répertoire temp. Donc évidemment ici, c'est pas génial. Donc voilà, il n'a pas de signature digitale, on l'a vu. Il fait des connexions, connexion à l'extérieur. Ouais, c'est pas forcément le plus important ici. Un problème dans son nom, non. Ne devrait pas avoir de connexion internet, si, parce que c'est un navigateur internet, donc il devrait avoir. Et il écrit beaucoup de fichiers. Oui, il écrit beaucoup de fichiers. Voilà, donc là, on va tout simplement ici ensuite valider. Donc vous voyez là, je n'ai pas forcément répondu tout à 100%. Pourquoi? Parce que je pense que ce qu'il voulait que je fasse, c'est vraiment mettre en avant les choses les plus importantes. Pas toutes les choses, mais vraiment les 2-3 aspects les plus importants. Si je vais dans le report ici, en effet, on me dit que oui, j'ai bien répondu, c'est bien Chrome, mais que voilà, ce qu'il attendait de moi dans cet exercice, c'était plutôt que je mette en avant les choses importantes, la CPU, les accès disques. Voilà. Et là, j'aurais eu un meilleur score.
Donc voilà un petit peu l'idée de ce que s'y vous attend dans cette partie, formation. Hein, donc encore une fois qui vient compléter notre gamme de sensibilisation. Je vous rappelle, hein, avec le e-learning, les 2 jeux de plateau et donc maintenant ce système ici qui vous permet de former vos équipes de sécurité vraiment en utilisant des acquis qui nous viennent de notre laboratoire, hein, Kaspersky, hein, qui est connu et reconnu dans le monde. Plus de 1000 personnes en R&D, hein, je vous rappelle, chez Kaspersky, c'est important. Alors, je vais peut-être passer un tout petit peu plus vite ça, parce qu'on est un petit peu en retard, mais voilà, pour vous, là, ici, je voulais faire un petit focus un peu plus détaillé sur ce qui vous attend dans les autres modules, hein, vous voyez, donc ici, on va parler de web injection, on va parler de brute force, on va parler d'attaque DDoS, on va parler de malware qui vont voler des mots de passe, on va parler de kernel, rootkit, etc., etc. Donc des choses avancées, hein, beaucoup plus avancées que ce que je vous ai montré là. On va parler ensuite d'exploit, qu'est-ce qu'un exploit, qu'est-ce qu'un riskware par rapport à un malware, qu'est-ce qu'une sandbox, comment l'utiliser, etc. Voilà, donc des concepts comme ça qui sont des concepts avancés de sécurité informatique. Hein. On va parler de log au niveau des workstations, au niveau du serveur, au niveau des Active Directory. Voilà, on va parler de collecte et d'analyse. Voilà, donc tout ça va être va faire partie des choses que j'aurai pas le temps de vous montrer ici, bien évidemment. Et bien sûr, la partie phishing, hein, également, l'analyse de messages, l'analyse d'entête, d'où vient le message, est-ce que c'est un message ciblé, est-ce que c'est un phishing ciblé ou un phishing standard classique, et puis différents outils pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que le hacker connaît de notre compagnie, est-ce qu'il a des informations pertinentes, etc. Donc il y a plein d'outils comme ça qui permettent un petit peu de tracer, par exemple, une campagne de phishing ou de phishing ciblé. Donc voilà, on est vraiment dans les temps. C'était vraiment pour vous montrer ici que la gamme, alors je vais revenir un petit peu au départ, hein, de la présentation ici, voilà, hop, juste pour vous expliquer que la gamme donc de sensibilisation Kaspersky que peut-être certains connaissent, soit ont vendu, soit utilisent au niveau de leurs équipes, s'élargit. Voilà, avec de la formation qui devient de plus en plus pointue pour des équipes de sécurité avancées, pour des équipes informatiques qui veulent en savoir plus, qui sont intéressées par la sécurité informatique. Hein, on l'a vu au quotidien, hein, on a plein en début d'année de choses qui sont arrivées, même à des sociétés qui sont pourtant très bien protégées. Et puis on a sur début 2018 la RGPD qui arrive aussi. Je vous rappelle que la sensibilisation fait partie des prérequis de la RGPD. Hein. C'est quelque chose qui est demandé, qui est écrit dans les demandes de la RGPD. Et ça y rentre complètement, évidemment, au niveau de cette sensibilisation.